Bonjour à tous. Merci d'être présent pour le workshop, sachant qu'il y a Owen qui donne aussi une conférence à l'heure actuelle. Merci. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sujet sur la tokenisation. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Vous m'entendez bien tous? Ouais. Aujourd'hui, on va un peu parler sur la tokenisation. Donc, comment la tokenomics évolue vers un domaine d'expertise multidisciplinaire. C'est donc le sujet d'aujourd'hui. Alors en sommaire, je vais présenter d'abord la société que je représente, qui s'appelle Maestria Blockchain. Ensuite, on rentrera sur la tokenomics, sur la thématique sur la tokenomics. On fera quelques comparatifs très basiques sur les modèles de tokenomics existants. On parlera aussi de la tokenisation, parce qu'on a souvent tendance à confondre tokenomics et tokenisation, ou pas savoir ce que c'est. Et j'expliquerai oralement le framework de comment on accompagne nos clients dans la réalisation de la tokenomics. Et je présenterai aussi un use case actuel d'une société qu'on a accompagnée qui s'appelle Versity. Et après, on conclura sur le sujet. Alors, Maestria Blockchain, c'est un cabinet de conseil spécialisé sur les aspects juridiques et réglementaires sur la partie, parce qu'on est adossé à un cabinet d'avocats qui s'appelle Bourdieu Dubuc. On accompagne nos clients en fait qui veulent se lancer sur des projets en transition Web 2, Web 3. Et la plupart des clients, lorsqu'ils viennent nous voir, ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas comment faire. Et donc, on est là vraiment se positionner de façon très early pour les accompagner, pour leur offrir en fait un triple d'expertise. C'est-à-dire qu'on les accompagne sur les aspects juridiques et réglementaires autour de la blockchain. Ensuite, en fonction de leur sujet, ça peut être des sujets tokenomics ou des sujets parce qu'ils veulent créer un NFT, créer une crypto-monnaie ou se lancer dans le métaverse. On les accompagne. Et enfin, on propose aussi un accompagnement, donc un développement technique, parce qu'on a des partenaires techniques avec qui on travaille pour justement le développement des smart contracts, par exemple. Actuellement, on est en train de se positionner sur une verticale qui est le métaverse, notamment dans le secteur de l'éducation. On a pas mal de demandes dans ce sens parce qu'en fait, le métaverse aujourd'hui, en tout cas pour la plupart des entreprises et des entrepreneurs qui viennent nous voir, c'est qu'ils veulent l'utiliser, en tout cas pas tous, mais la plupart veulent l'utiliser comme aujourd'hui on utilise un site internet, et donc ils veulent avoir une vitrine pour pouvoir proposer des expériences immersive entre le consommateur final et en lien en fait aussi avec leur business. Et donc on se positionne actuellement par rapport au métaverse pour des entreprises en B2B, notamment dans le secteur de l'éducation comme je l'ai évoqué. Alors, la thématique, c'est donc la tokenomics. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, vous, moi, lorsque vous regardez des projets, ce que vous intéresse, c'est de savoir quelle est l'utilité de ce projet, comment c'est fait, qui sont les concepteurs de ce projet-là. Si vous devez investir dans ce projet et que c'est un projet qui prend en compte, en fait, on va dire, des tokens, vous allez vouloir savoir comment c'est fait, comment c'est rédigé, comment ça a été réalisé, etc. Et donc, en fait, cette discipline, en fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte que, en fait, c'est pas juste un petit analyste qui est assis derrière son bureau et qui fait des tableurs Excel et des camemberts, mais la tokenomics, en fait, aujourd'hui, elle devient de plus en plus une science parce qu'en fait, elle mélange énormément de disciplines. Donc, on a besoin d'avoir des juristes pour expliquer si, par exemple, c'est un security token que l'on doit créer, eh bien, en fait, il faut respecter certains aspects réglementaires. Si c'est un utility token, il faut comprendre pourquoi ça rentre dans le cadre d'un utility token. En fonction du sujet que l'on va aborder et le secteur dans lequel on va développer le projet, il faut aussi avoir des connaissances dans ce secteur-là. Donc, il y a pas mal de connaissances transverses à avoir. Alors, avant d'aller plus loin, si je vous parle de la tokenomics, on peut se demander, mais en fait, elle vient d'où cette science? Ça a commencé comment? Nous, en tout cas, ma vision à moi, c'est que en fait, la première fois qu'on a évoqué le sujet sur la tokenomics, à savoir un projet autour de la blockchain qui était né et qu'on voulait savoir en fait
comment ça avait été réalisé. Mais en fait, c'est en 2008, là, le 31 octobre 2008, quand il y a eu la publication donc, du livre blanc du Bitcoin, qui expliquait en fait les mécanismes de ce système de paiement électronique de pair à pair qui est réalisé dans le white paper du Bitcoin. Et donc pour nous, c'est vraiment la base, c'est comme ça que ça a commencé. Pourquoi? Parce que la plupart des projets tokenomics qui sont nés par la suite, eh bien c'était ça. C'est-à-dire qu'on devait expliquer en fait aux futurs investisseurs l'utilité de ces tokens, comment ça allait être fait, comment ça allait être redistribué. La plupart des projets, c'était dans une logique de vouloir offrir des récompenses aux consommateurs finaux. Et donc, il fallait une logique derrière. Et cette logique, en fait, c'était une logique qui était de plus en plus étudiée. La plupart étaient copiés, c'est ça qui a valu aussi que d'autres projets ne voient pas le jour, parce que chaque tokenomics est différente, chaque tokenomics est propre à chaque projet. Et donc, en fait, il faut une attention particulière pour pouvoir la réaliser. Alors, pour rentrer dans les bases, tokenomics, c'est vrai que c'est un terme qui peut être barbare aujourd'hui, mais au fait, on a déjà, on va dire, quelques métriques fondamentaux que tout le monde regarde en fonction de, je ne sais pas si vous avez des crypto-monnaies dans votre portefeuille, mais voilà, il suffit par exemple d'aller sur CoinMarketCap, par exemple, vous tapez le nom de votre crypto-monnaie, et puis vous allez avoir certaines données. Et bien dans ces données, qu'est-ce que l'on voit par exemple? On peut voir, certainement vous avez déjà vu, quand vous regardez que ce soit le Bitcoin ou l'Ethereum, vous regardez des termes de type market cap, fully diluted market cap, ça veut dire quoi? Quelle est la circulating supply? Quel est le max supply? Quelle est la total supply? Et bien, en fait, tous ces métriques fondamentaux sont des métriques en fait qui sont utilisées aussi dans la tokenomics. Alors, je ne vous ferai pas l'insulte de vous demander ce que c'est. Donc la max supply, comme vous le savez, en fait, c'est donc ce maximum de jetons que l'on met en circulation, qu'on souhaite mettre en circulation, qu'on veut créer un projet. Et la total supply, en fait, parfois se confond avec la max supply parce qu'en fait, la total supply, elle est évolutive. Elle peut être fixe en fonction des modèles qu'on va déterminer. Les modèles, j'y reviendrai tout de suite. La circulating supply, c'est la fraction totale qui circule librement sur le marché à un instant T. Et pour pouvoir calculer, par exemple, la market cap d'une crypto-monnaie, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez donc la circulating supply que vous multipliez simplement par le prix à un instant T. Donc, si par exemple, vous revenez sur Bitcoin, là, vous avez le prix du Bitcoin, ça a été pris ce matin, qui était de 26 000 $ ce matin. Et vous avez donc le nombre de jetons qui sont en circulation, qui représente 19 millions. Donc, quand vous multipliez le prix par le 19 millions, c'est là que vous retrouvez votre market cap. Alors, la particularité avec le Bitcoin, vous allez vous rendre compte qu'en fait, qu'il y a, en fonction des modèles, des projets où vous avez une capacité maximale. Donc, c'est-à-dire qu'on définit un projet, on dit que par rapport à ce projet, on va déterminer une quantité maximale de jetons. Et il y a d'autres projets où on dit, bah non, en fait, on ne va pas déterminer une quantité maximale de jetons. On va simplement appliquer un mécanisme qui sera différent pour pouvoir jouer sur la supply. Et c'est là que naissent en fait la plupart des grands modèles. Donc quand vous voulez faire la tokenomics aujourd'hui, vous allez avoir une des questions que vous allez vous demander, c'est quel sera le modèle que vous allez appliquer à votre projet? Est-ce que ce sera un modèle inflationniste ou ce sera un modèle déflationniste? Alors la différence entre les deux, si on prend par exemple le modèle inflationniste, le but c'est quoi? Le but c'est d'appliquer un modèle qui soit inflationniste, donc avec une libération des jetons progressive. Dans le cas du Bitcoin, il y a une libération de jetons qui est progressive et qui est capée. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une capacité maximale de Bitcoin qui est de 21 millions, mais
la logique qui a été appliquée, c'est qu'on va continuer à créer des bitcoins, mais à une vitesse beaucoup plus réduite. Et pourquoi l'objectif est de faire ça? C'est de jouer sur l'inflation. Parce que comme vous le savez, quand le niveau d'inflation est haut, beaucoup trop haut, ça crée en fait le fait qu'il y a moins de demandes par rapport à l'offre. Et quand il y a moins de demandes par rapport à l'offre, ça peut dévaloriser votre jeton. Donc le but en fait d'appliquer une politique inflationniste capée, c'est de dire on veut quand même avoir une politique inflationniste, mais on veut rendre la quantité de jetons que l'on veut vendre avec un niveau de rareté. C'est le but en fait. Pourquoi on veut le faire? C'est parce que si on le rend rare, ça va avoir un effet où il y aura beaucoup de personnes qui vont vouloir l'avoir. Et s'il y a beaucoup de personnes qui veulent l'avoir, mais qu'il y en a très peu sur le marché, eh bien ça va avoir une pression sur le prix. Et en général, quand il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter un objet, quelque chose, où il y en a très peu, eh bien forcément le prix augmente, parce qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à la quantité qui est offerte. Dans le cas, par exemple, de ton modèle qu'on appelle le modèle déflationniste, c'est que là, c'est différent. C'est-à-dire qu'on crée une quantité totale. On se dit, bon, ben voilà, on ne sait pas. On veut créer un projet sur 3, 4, 5, 10 ans. On ne sait pas du tout quelle est la quantité qu'on va avoir. Par contre, on voudrait jouer sur le prix sur le long terme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, OK, on part sur une quantité fixe qui est peut-être énorme. C'est pour ça que sur certains projets, vous remarquez que vous avez une total supply qui est totalement déconnante pour certains, mais elle n'est pas si déconnante que ça parce que, en fait, les concepteurs ont imaginé le projet sur le long terme. Donc, ils partent sur une quantité énorme et appliquent des mécanismes pour réduire cette quantité. Comment? Avec des mécanismes qu'on appelle, par exemple, des mécanismes de buyback ou de burn. En gros, il y a une quantité qui est en circulation, mais au fur et à mesure que on évolue dans le projet, on réduit cette quantité avec la possibilité de brûler des jetons qui sont déjà en circulation. Et ce mécanisme, il fait quoi? C'est que comme au départ, vous avez une grande quantité et en général très peu d'offres, le prix il est bas. Mais au fur et à mesure où le prix, la quantité va baisser, donc si vous prenez par exemple le cas d'Ethereum depuis de merge, en fait, vous allez vous rendre compte que la politique monétaire d'Ethereum fait qu'aujourd'hui, la quantité initiale, elle est en train de diminuer progressivement pour justement jouer sur le prix. En gros, la plupart des projets tokenomiques se basent avant d'avancer sur ces deux modèles. Est-ce qu'on va appliquer un modèle, on va dire, inflationniste? Est-ce qu'on va appliquer un modèle déflationniste? Et en fonction de ces modèles, ils avancent dans les analyses. Au-delà donc ça c'est sur la partie, on va dire, tokenomics. Mais au-delà de l'aspect tokenomics, il y a ce qu'on appelle la tokenisation. Alors la tokenisation, c'est quoi? La tokenisation, c'est le processus d'inscription d'un actif sur un token et de son enregistrement sur la blockchain. Le token devient ainsi une représentation numérique d'un actif sous-jacent. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un actif réel aujourd'hui. Et le terme tokenisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon immeuble, mon contrat, ma paire de chaussures, ma photo, peu importe mon œuvre d'art, je veux en fait que cette œuvre d'art en fait puisse se représenter sur la blockchain, puisse être retracée, représentée sur la blockchain. Mais comment je fais? Eh bien en fait c'est ça, c'est ce processus-là où on part d'un actif réel, où à partir de cet actif réel, on va donc coder, on va développer des smart contracts, on va coder des propriétés pour représenter justement cet actif réel au niveau de la blockchain. C'est ça le processus entre guillemets, de tokenisation. Et le lien entre la tokenisation et la tokenomics, c'est que comme vous l'avez compris, la tokenisation, ça permet justement cette retranscription sur la blockchain des actifs qui sont réels. Donc ça veut dire que sur la blockchain, vous pouvez avoir des actifs numériques qui représentent un sous-jacent. Et la tokenomics, c'est évidemment cette science qui permet justement de faire l'analyse économique, financière, tout ce que vous voulez par rapport à un projet blockchain.
En termes de tokenisation, je vous ai mis en place, par exemple, quand il y a des porteurs de projets qui veulent se lancer sur un token, est-ce qu'ils se posent souvent la question de savoir est-ce que ce sera un token, quel type de token d'ailleurs on va créer. Moi, je veux créer un token pour un jeu vidéo. Moi, je veux créer un token qui va ressembler à un stablecoin. Moi, je veux créer un token qui va juste servir de récompense. Mais oui, mais la nature de ces tokens, c'est quoi? C'est sur ça qu'il faut d'abord commencer à réfléchir. Et là, notamment, il y a deux grandes particularités, ce qu'on appelle des security tokens et des utility tokens. Alors, les security tokens, en fait, c'est l'ensemble des jetons que vous voulez créer, mais en fait, qui représentent des titres financiers. Si aujourd'hui, par exemple, vous dites, moi j'ai une action d'une entreprise, et je veux transformer cette action d'une entreprise comme un jeton, eh bien, de base, un jeton, enfin une action, c'est un titre financier. Et du coup, le jeton que vous allez vouloir créer ne sera pas un utility token, mais ce sera donc un security token qui donc forcément est régulé. Si par contre, vous voulez créer un jeu vidéo avec un token qui n'est pas du tout lié à de l'argent, mais c'est juste des récompenses dans le jeu basique, simple, sans lien, entre guillemets, lié à des titres financiers, eh bien, ça va tomber sous le coup d'un utility token. En gros, ce que je veux dire, c'est que dès la base même de la création du token, la nature même du token, elle est discutable, elle doit être discutée, elle doit être connue. Et là, c'est des notions donc, de régulation et de droit qui rentrent en jeu avant même de lancer le token. Alors, pourquoi on veut tokeniser? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on souhaite tokeniser. C'est parce que, bon, il est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, par exemple, je sais, certainement vous avez dû entendre parler de tokenisation immobilière, pour la plupart. Aujourd'hui, lorsque vous voulez acheter une maison, par exemple, eh ben, il y a toute une procédure à respecter, notamment chez les notaires, à la banque, etc. Lorsque vous êtes un utilisateur crypto-adepte et que vous vous rendez compte, par exemple, qu'il est possible pour vous d'acquérir un bout de propriété sur la blockchain, juste parce que vous avez votre portefeuille numérique et qui vous permet, en fait, avec vos crypto-monnaies que vous avez, d'acheter un bien numérique, une propriété sur la blockchain, eh bien, vous allez le faire. Ça, vous allez me dire, vous allez le faire, vous êtes propriétaire en un clic. Mais pour acheter une maison, on n'achète pas une maison en un clic. Donc, il y a la tokenisation et le fait de tokeniser permet aussi de réduire énormément de démarches administratives. Alors, pareil au niveau du prix. La tokenisation permet justement de permettre à des investisseurs d'accéder à des investissements, à des propriétés dont initialement ils ne pouvaient pas. Si aujourd'hui vous me vendez une villa à 1 million d'euros, mais que demain vous me dites que je peux quand même être propriétaire d'une portion de cette villa parce que vous avez tokenisé, donc vous avez permis à ce que la totalité de cette villa puisse être achetée en petits bouts, eh bien, vous me permettez en tant que petit investisseur d'être propriétaire de cette villa. Grâce justement au prix du token qui sera beaucoup plus réduit que par rapport à son actif de base lorsqu'il est vendu de façon traditionnelle. Ensuite, comme je vous l'ai parlé, donc, ça ouvre des portes à des investisseurs. Le prix, il est beaucoup plus intéressant. Et même en tant que propriétaire, il y a des problématiques de liquidité aujourd'hui que rencontrent pas mal d'entreprises. Et pour répondre à ces problématiques de liquidité, vous pouvez être propriétaire aujourd'hui et décider, par exemple, de tokeniser une partie de votre bien. Parce que vous avez des problèmes d'argent, vous avez un besoin de financement autre. Eh bien, le fait de tokeniser, donc de rendre possible la vente d'un pourcentage de votre propriété vous permettra justement de récolter de l'argent. Ensuite, droits accordés. Alors, au moment de la création du token, on va établir l'ensemble des droits et utilités dont va bénéficier le détenteur. Ces droits vont être inscrits dans le code à tout jamais. Donc ça, c'est un des avantages. C'est-à-dire que
le fait d'utiliser la blockchain, eh bien, on est sûr qu'il y a cette traçabilité qui est vérifiable aux yeux et au vu de tout le monde. Et ça apporte une forme de garantie. Pareil, au niveau du choix pour transférer le token, lorsque j'achète un token dans la blockchain, je peux le garder, je peux le stacker, je peux en faire ce que je veux et je peux surtout le donner à qui j'ai envie sans qu'il y ait quelqu'un pour venir me dire ce que je dois faire. Alors, je vous parle de tout ça. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, chez Maestria Blockchain, on accompagne donc nos clients pour les projets de tokenisation. Et on a un framework. On a un framework qu'on a déployé, que je vais partager avec vous. Il suffira juste que je le retrouve rapidement. Alors, ce framework, il est comment? Donc, aujourd'hui, quand vous venez par rapport à un projet de tokenisation, donc en fait, quand on va commencer la mission avec vous, il y aura une partie de l'assessment qui va consister à récolter le maximum d'informations nécessaires par rapport à votre projet. Ces informations vont être nécessaires pour la suite. C'est-à-dire que lorsqu'on vient pour un projet de tokenisation, il y a plusieurs phases. La première phase, ce sera la phase de récolte de données. Là, ce sera cette phase où aussi on va insister sur les utilités, parce que les projets qui sont développés aujourd'hui, on insiste sur la réelle plus-value à apporter à ce projet. Donc il faut insister sur les utilités par rapport aux jetons que l'on va créer, et donc tout ça se fait dans une phase d'assessment. La deuxième phase à laquelle on va travailler, c'est le modèle économique. Avant même de parler de tokenomics, il faut connaître le modèle économique de nos porteurs de projets parce que c'est essentiel pour après dresser la tokenomics qu'il y a derrière. Enfin, après, quand on va concevoir le modèle économique, c'est là qu'il y a la phase de conception de la tokenomics. Et dans cette phase de conception de la tokenomics, eh bien, on va déterminer tous les métriques nécessaires par rapport au projet. Et une fois qu'on a fait la conception, donc dans la conception, il y a toute la cartographie des flux qu'on va établir, on détermine tous les métriques. Ensuite, on va passer à la modélisation, donc la modélisation qui va donc permettre en fait de valider toute la conception tokenomics qu'on a pu réaliser pour les porteurs de projets. Donc voilà un peu les sujets sur lesquels je voulais évoquer aujourd'hui et expliquer en fait qu'aujourd'hui la tokenomics ça demande énormément de compétences. Comme vous l'avez vu au départ, rien que sur la détermination d'un token, il faut des notions juridiques pour qu'on puisse comprendre. Il y a des stratégies à mettre en place pour la pérennité d'un jeton, par exemple. Donc, il y a toutes des études de risk management à réaliser. Il faut avoir des compétences en mathématiques, il faut avoir des compétences en comptabilité et finance. Il faut avoir des compétences en fiscalité parce qu'aujourd'hui, quand vous allez créer votre token, il faudra voir le lien par rapport à votre business parce que vous allez devoir vendre ces tokens à un moment donné. Qu'en sera-t-il de la TVA? Qu'en sera-t-il quand il faudra qu'en sera-t-il au niveau de l'imposition? Donc il y a des notions de fiscalité à prendre en compte derrière. La modélisation qui est faite, c'est réalisé par des modélisateurs, des data scientists. Donc en fait, il faut des profils de data scientists également. Il y a d'autres sujets, par exemple dans l'univers du gaming. Lorsque vous voulez créer un token, une tokenomics par rapport à l'univers du gaming, il faut avoir la maîtrise de ce secteur-là. En gros, ce sont des sujets qui demandent énormément de compétences transverses et qui aujourd'hui virent vers une science, entre guillemets, à part entière, multidisciplinaire. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je suis ravi d'avoir pu échanger avec vous. Et voilà, si vous voulez nous voir, nous sommes juste à côté. Le cabinet s'appelle Maestria Blockchain.
Et je suis aujourd'hui présent avec mon associé Emilien Arcolani et notre développeur Johan Delestré qui est présent dans la salle. Merci pour votre écoute.